Quand j'étais petit, voilà, j'aimais kart, j'aimais jouer avec les petites voitures. Quand je regardais la F1, je me souviens de mes premières courses que j'ai regardé la F1, je me suis dit je veux être là. Quand j'étais tout petit, tu dis ça, mais ça paraît super lointain. Ça, c'est des années-lumière. En sport automobile, c'est le pilote qui paye pour pouvoir rouler. Une accession à la Formule 1 peut coûter potentiellement en effet 5-6 millions d'euros. La famille peut évidemment pas se permettre de payer tout ça. Si les résultats ne suivent pas, forcément il y aura moins de sponsors. Tout peut s'arrêter à la fin d'une saison. Pour la F1, je pourrais tout faire. Ouais. Le coup c'est important parce qu'en fait avec la force centrifuge qu'on ressent dans la voiture, on est attaché tout le corps, donc le corps bouge pas parce qu'on a un baquet. Alors le coup c'est le seul truc qui peut bouger, donc c'est super important de bien le muscler. Ici on est au RAID, donc à la salle de sport, donc c'est là où je viens faire toutes mes séances. Je me suis trouvé ici parce qu'en fait mon père a toujours été proche du RAID, il a eu des amis au RAID. Puis quand j'ai commencé le kart de compétition, on avait besoin de se développer physiquement et mentalement, et donc il nous a emmenés ici et c'est parti de là. Ça a fait on va dire 5-6 ans, ça a été un grand apport pour moi. Il y a des semaines où je prends l'avion, je suis pas trop là, mais les semaines on va dire où je suis à la maison toute la semaine, je dirais entre 4 et 5 fois par semaine. C'est à côté de chez moi, sans la voiture, je suis à 2 minutes, donc c'est idéal. La jambe gauche, c'est le freinage. Le frein, la pédale de frein qui est très très dure, donc il faut mettre des grosses pressions, donc faut être à l'aise sur ça. Notre futur champion, nous on est vraiment fiers de son développement et de sa réussite. Certains l'ont connu vraiment tout jeune. On a des valeurs communes, encore une fois, tout ce qui est rigueur, tout ce qui est discernement, tout ce qui est notion du dépassement. En fait, on passe, lui comme nous, lui sur le circuit et nous au quotidien, nos journées à chercher les ennuis que les gens passent leur vie à éviter. Ça veut dire qu'à partir de ça, on pousse les limites. La force du raid et la force d'un athlète comme lui, c'est le collectif. Seul un pilote n'est rien, il a besoin d'une écurie. Seul un membre du raid n'est rien, on a besoin de l'ensemble de l'équipe. Et on suit avec un intérêt non fin, encore une fois, ses résultats. Pour lui, c'est une fierté, et pour nous, c'en est une également. Donc il fait partie de notre famille, à son niveau, et il fait ça avec énormément d'humilité. Donc voilà, on laisse s'entraîner maintenant, il est passé dans un autre monde, le monde semi-pro et bientôt professionnel. Et on pourra dire, le jour où il sera champion de F1, on pourra dire, il a commencé à Bière aussi. Tu vas voir le klaxon, comment il est hilarant. J'aime trop le klaxon. Après on a fait quoi? F4, FIA... La F4 c'est ceux qui prennent le plus de place, parce que la F4 ils donnent des trophées de partout. Ouf. Ma dernière victoire en date, Imola, donc sous la pluie. L'année dernière, on partait 4e de mémoire et sous la pluie on était super rapide, donc circuit que j'adore. Trophée FIA de la F4, donc c'était ma deuxième année de F4 quand je la gagne en 2022. Celle-là elle a vécu parce que je crois que j'ai eu un gros accrochage aussi en Espagne, au premier virage, je me suis fait monter dessus. Et en plus en karting on roule beaucoup plus qu'en F3, F4, F2, machin. Celle-là ouais, 2020, donc la même année que quand j'ai gagné l'équivalent de championnat de France. C'est là où je me suis fait repérer par le DTN, donc Christophe Lollier, et qui m'a amené après vers la F4. Donc ouais, plutôt sympa, bon souvenir aussi ça. Première année de formule régionale, donc Freca. Après mon titre de F4, c'est là aussi j'ai fait 3 victoires et c'est ce qui m'a aidé à me faire repérer par Williams et enchaîner sur de la F3 derrière, donc voilà. Celle-là aussi, bon souvenir, 3 victoires en Freca, donc c'était vraiment incroyable. Honnêtement, je les garde, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Moi je vais les garder, Allez, c'est parti. Castellet. 6e manche du Castellet, championnat de la Freca. Formule régionale. Et la particularité, c'est que la veille, au dernier virage, donc on me pousse, du coup je fais tonneau. Et donc la voiture, on sait même pas si elle va partir pour la qualif, et je fais pole et je gagne la course là. Et les mécanos ont bossé jusqu'à 2h du matin, 2h30 ou 3. Ouais. Un moment de doute, mais au final, on était bien récompensé par pole et victoire dans la même journée. Donc c'était Coup de sûr, on a vu. Belle journée. Qui est le plus tendu en général pendant les courses? C'est moi. Bah là, Ouais, moi aussi. C'est moi. Moi, c'est les départs qui sont les plus compliqués. Les départs, on a toujours peur parce qu'ils sont tous proches, ça va vite. Après, une fois que les départs sont passés, ça va. Mais tout ce qui est avant, oui, un peu d'angoisse, un peu de stress. Maintenant, il est en F3, donc ce sont des voitures qui sont plus puissantes. Donc ça va de plus en plus vite. Comme son père, je suis stressée, très stressée au moment des départs. Quand c'est diffusé à la télé, je prends la course une fois que les départs ont été lancés, parce que je suis hyper stressée et j'ai beau prendre sur moi. Et même quand je vais le voir, les départs, je ne veux pas les regarder. J'arrive après. Mais bon, là, c'est vraiment la maman qui parle, parce que je sais qu'il fait attention, mais c'est plus peut-être les autres. Et puis, comme je vous dis, c'est la maman qui parle.
Et quel rôle vous jouez aujourd'hui, vous, dans la carrière de votre fils? C'est compliqué, pour l'instant, pour nous. Dans ce milieu-là, il faut de l'argent, quoi. Et ce n'était pas notre cas. Tellement d'aléas à notre niveau qu'on n'est pas richissime, entre guillemets, et c'est vrai que c'est dur. Il y a beaucoup de nuits où on ne dort pas bien. Même si maintenant, aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus accompagnés. On essaie de travailler encore un peu avec les gens qui nous accompagnent, mais après, voilà, je suis là quand je peux y aller, mais on se détache tout doucement un petit peu quand même. On y est un peu moins. Vous arrivez à prendre du plaisir? Oui, quand même, un petit peu, oui, quand même. Oui, je suis content quand on part sur des week-ends, c'est sympa, hein, oui, quand même. J'ai une vidéo de Monaco et je la regarde et après comme ça je roule sur Monaco. À l'époque il était pas dans ma chambre, il était de l'autre chambre, mais au final j'avais la place pour me mettre là et donc c'est un peu, je me lève, je vais dans le simu, je roule, je vais faire ma vie, je reviens le soir, je vais dans le simu, je me couche. Bon, là c'est la pole position de l'année dernière, donc là en fait il faut juste la regarder et le but c'est quand on arrive d'être à peu près calé comme lui à la vidéo, donc c'est bien de regarder, d'analyser, comme ça on arrive sur le meeting vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. De direct être dedans et d'être performant direct. C'est pas des simulateurs super proches de la réalité. Il y a les meilleurs simulateurs comme chez Williams ou chez MP à Rotterdam. Donc là on peut mieux travailler dessus déjà. C'est chaud là. Après c'est toujours bien d'apprendre les pistes qu'on ne connaît pas, comment ils tournent, c'est quoi les angles de virage, tout ça. Voilà, on est parti. Les mecs, je joue ma vie là. Qualif de Monaco. Comment tu te le découpes toi dans ta tête? Tu t'arrêtes, c'est mieux. T'arrêtes, tu vas à pied et tu reprends le kart là-bas. Et il veut les conseils alors qu'il critique là. Après, sinon il va écouter. C'est un tricheur. Allez Jérémy, on s'habille. C'est nous. Attends, Tu veux que je t'échauffe le cou là? hop, c'est bon, je vais perdre 100 grammes. Bah on s'attend, on fait le départ lancé là. Ouais, c'est pas bête. Un départ. Pour vous même, je pense. Mon père avait fait un peu de cartes de loisirs et moi il a jamais vraiment voulu m'y mettre parce qu'il savait les coûts que ça engendrait. Il a fait l'erreur de m'emmener à Salbris en rentrant de vacances et en fait j'ai kiffé et puis après c'est parti de là. On a fait 3 ans de cartes de compétition. Dans ces 3 ans j'ai gagné quelques trucs, la Ligue Île-de-France. J'ai gagné l'équivalent championnat de France et grâce à ça je me suis fait repérer par le DTN, donc le directeur technique national de France, et qui nous a dit bon bah maintenant il faut monter en F4. Et au bout de 2 années je suis champion de France et là cette année je suis en F3. La Formule 3 c'est un championnat qui est situé sur une pyramide dont le sommet est la Formule 1. On a le karting, la Formule 4 qui est le championnat national. Ensuite on a FRECA, un championnat d'Europe entre la Formule 4 et la Formule 3. Et derrière on a justement la Formule 3 qui vient juste avant la Formule 2, qui elle-même vient juste avant la Formule 1. On peut dire que la Formule 3, c'est le premier pas vraiment chez les grands, en tout cas ouais, sur la grande scène. 100% des dates de la Formule 3 ont lieu en levée de rideau de la Formule 1. Ça confère à la Formule 3 vraiment une visibilité accrue. Le kart, l'idéal c'est de commencer à 5-6 ans. Donc la catégorie minime, après la catégorie cadet, donc kart un peu plus puissant, et tu montes comme ça les échelons jusqu'on va dire le junior ou le senior. C'est là où tu commences à être plutôt bon en kart et après tu décides de passer en F4. Alors, j'ai même pas vu le chrono. Combien? 46 877. Oh, c'est pas mal. Hein. Tu as combien numéro 105e? Oh ouais, je vais tenter après. Je vais retenter quand même. Ah, t'as tendu? Ouais, j'ai tendu un peu à gauche. Attends, je t'ai doublé contre moi. Deuxième tour. Ouais. Virage typique d'un circuit, il y a toujours au moins une épingle ou deux sur un circuit. Là, on peut gagner beaucoup de temps et en perdre beaucoup. Ce que je dirais, c'est qu'elle freine pas assez fort. Pareil pour lui, ça rentre trop vite et du coup, ça trop glisse le kart dans un virage oscillant. Faut
faut quand même que ça soit pas trop en glisse. Donc là, il faudra freiner le plus tard possible, le plus efficace et vraiment arrêter le kart le plus possible. Le but, c'est qu'on raccélère un peu avant le début du livreur. Il y a un peu d'inné, mais il y a un peu aussi de... forcément, il faut apprendre les bases. Après, vu qu'avec l'expérience, tu retrouves les mêmes virages, tu sais à peu près ce qui est bien ou pas bien. Tout le monde sait le faire, mais après, tu peux toujours gagner du temps. Même si tu gagnes 1/10, c'est énorme. Si tu gagnes 1/10 sur tout le circuit, ça fait 1 seconde à la fin, si tu as 10 virages. Et donc là, le but, c'est de faire les petites différences, comme en F3. Mais par exemple, ce type de virage, l'épingle, jusqu'à la F1, ça va nous servir. Ça ne se voit pas forcément naturellement, mais il y a des prédispositions. On voit tout de suite. Il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose, quoi, on ne sait pas, mais il y a un petit quelque chose qui le distingue des autres. Il est naturellement à l'aise. Il a cherché un club fin 2017 pour prendre des licences du type donc FFSA. La première, elle date de 2017, du 22 novembre 2017. Il avait, 2006, il avait 11 ans. En 2018, il a pris une licence compétition, et puis c'est là où la progression s'est faite. Et en 2025, une internationale C. Donc maintenant, il ne te reste plus qu'à passer la B et la A. Puis voilà. Quand je signe le truc avec la F3, j'ai la B, ils mettent. Non, c'est la C. Tu peux avoir la B, mais elle ne sert à rien. Et je pense que tu n'as pas d'argent à foutre en l'air. Non. Non, voilà. C'est comme tout le monde. Donc ça ne sert à rien de prendre une B. Tu t'en occupes toi de tes licences, Alessandro? Ah non, il m'appelle. Il me faut une licence, ok, donne-moi le certificat médical, puis voilà. Et la A, par contre, c'est quoi la A? La A, c'est pilote de F1. T'es sûr? Ouais. Mais ça va venir, t'inquiète pas. Depuis que j'ai commencé le kart et j'ai compris que la F1 c'était le Graal, dans tous les cas je voulais la F1. Dis bonjour à ton ingénieur. Bonjour. L'ingénieur c'est on va dire l'une des personnes les plus importantes de l'équipe, hein, même si les mécanos c'est super important aussi. Ils sont 3 à avoir développé la voiture et trouvé les bons réglages pour que la voiture marche bien. 5th, 6th, 5th, 4th. Je m'appelle Antoine Broquin, j'ai 30 ans, je suis français et du coup je suis ingénieur de piste en Formule 3 sur la voiture de Alessandro Augusti. Le but c'est d'accompagner le pilote tout au long de la saison de F3, de faire en sorte qu'il puisse exprimer son plein potentiel et essayer d'aller décrocher les meilleurs résultats possibles. Préparer la voiture, préparer les pilotes via différents outils avec le simulateur, etc. Toujours à l'atelier après les week-ends de course et toutes les phases d'analyse et après sur les week-ends de course à proprement dit. Je suis le premier interlocuteur avec Sandro. C'est moi qui vais lui parler à la radio pendant qu'il roule sur le circuit. Après le meeting de Bahreïn, on reconstruit la voiture, on la remet en une seule pièce. Tout a l'air bon, donc c'est prêt pour Imola. La particularité des championnats juniors en dessous de la F1, c'est qu'on a tout le monde, toutes les écuries ont la même voiture, même châssis, même moteur, même pneus. Mais après, il y a des paramètres sur lesquels on peut jouer au niveau des réglages de la voiture pour adapter la voiture sur un tel circuit ou un autre. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas avoir de près, des réglages propres à nous, à l'équipe et qu'on ne veut pas montrer aux autres écuries. On n'a eu que 3 jours avant la saison de test, donc c'est quand même assez dur de bien régler une voiture quand on ne roule pas beaucoup. Donc ça, voilà, c'est beaucoup le travail des ingénieurs durant l'hiver. Débrief de Bahreïn et puis après briefing tous ensemble. On va se mettre dans la salle en face. Bon alors, dis-moi tout. Avec du recul déjà, on est d'un point de vue global du race week-end, on est content ou on n'est pas content? Je suis content de me dire que je suis pas content de 10 points marqués, tu vois. Okay. Parce qu'un rookie qui met 10 points sur un meeting, alors qu'il y a eu pas mal on a eu pas mal de conneries, trucs comme ça, mais c'est pas trop mal quand même. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Penser sur long terme et non pas penser, ok, il faut que je l'ai au virage d'après. Il reste du temps, la course elle est encore longue, il n'a pas de DRS, il n'a pas de pace, on sait qu'on va l'avoir. Et du coup, ça a compromis tout le reste de notre course. Parce qu'après, on perd plus une seconde, on perd le DRS, derrière ça revient, il nous passe au T10 ou 11, je sais plus. Et c'est mort quoi. Ouais. Le but, c'est pas non plus de faire copain-copain avec le pilote. Il faut être capable de pouvoir prendre du recul, être strict quand il faut être strict et quand les choses ne sont pas bien faites, qu'ils puissent comprendre et faire les améliorations qu'il y a besoin de faire. Le vendredi après la qualif, t'étais pas à te regarder toi-même, à te dire ok, mon état d'esprit il n'était pas assez bon sur le run 3. Et là-dessus on est d'accord, donc c'est déjà un gros pas et maintenant il faut savoir à l'avenir si ça se reproduit,
ce qu'on met en place pour pas qu'on retombe dans le même schéma, quoi. Alessandro, c'est vraiment un instinctif, c'est quelqu'un qui sur le plan technique ressent vraiment la voiture, ressent vraiment le pilotage. Il est vraiment, je dirais, naturellement doué, il est vraiment un don. C'est aussi une des limites parfois des pilotes instinctifs qui vont des fois ne pas forcément reproduire la bonne performance qu'ils ont fait parce que leur instinct va leur dire de faire quelque chose d'autre au tour suivant. Des fois ça va marcher et ça va donner un tour encore meilleur, on se demande mais comment c'est possible, et parfois ça va engendrer un petit recul d'1 ou 2 dixièmes. Donc ouais, pour Alessandro, c'est de réussir à être encore plus constant sur un week-end de course et sur une saison entière. Ouais. Je fais des visios avec une prépa mentale justement, on est pas mal. Il y a eu quoi de discuter avec lui? Je suis pas très lucide, mais t'es tellement focus. Et du coup, tu pars, tu penses que ça va bien alors que ça va pas. En fait, ce qui agit beaucoup pendant la maturité et avant que ton cerveau soit vraiment formé, c'est la chimp. Tu vois, c'est tes émotions. Est-ce que je veux ressentir ce que mon chimp fait en gros? Ok. Et est-ce que je veux les conséquences de ça? Donc d'être dans ce chimp mode, on est d'accord que c'est quelque chose de négatif et qu'on veut éviter. Faut savoir le gérer quoi. Ou en tout cas savoir le gérer, ouais. Tu pourras jamais enlever tes émotions, c'est impossible. Bah non, on est humain, on n'est pas des machines. Donc le but c'est de le bien gérer. La prépa mentale, c'est pas mon corps de métier et c'est bien d'avoir, comme il a avec l'Académie Williams, des personnes avec qui il peut échanger, qui vont lui donner des clés. Mais dans la catégorie junior, je trouve que c'est encore beaucoup sous-estimé. Il n'y a pas beaucoup de support de ce côté-là. Il y a des enjeux sportifs, des enjeux économiques qui sont importants. Les pilotes sont jeunes et c'est normal qu'ils n'aient pas toutes les clés en main et ça manque d'expérience de ce côté-là pour pouvoir gérer toutes les situations. Just to prep the next race weekend, which is Imola, to be as ready as possible for the sim tomorrow and for the race weekend. Est-ce que l'objectif, c'est que le pilote soit meilleur que les deux autres de l'écurie? Je vais attendre que les collègues ils s'en aillent. Je dirais que ce n'est pas l'objectif premier. Chaque pilote a ses propres ambitions. D'un premier abord, il peut sembler que le sport auto, c'est un sport individuel, donc ce qui est un peu vrai, parce que le pilote, après, il est tout seul dans la voiture. Mais derrière, c'est avant tout aussi un sport collectif où il y a toute une équipe. Il y a un collectif, mais pas autant que dans les autres sports. Ta première cible, ça doit être ton coéquipier, battre ton coéquipier. Parce qu'en fait, c'est le seul qui aura la même voiture que toi, plus ou moins. Donc c'est lui qu'il faudra que tu battes. Donc il y a toujours la rivalité, de toute façon. Dans le sport de haut niveau. Il y en a forcément. Il ne faut pas qu'elle soit malsaine. Il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la base qui est le travail d'équipe pour maximiser les résultats. Chaque pilote paye sa place pour pouvoir rouler pour l'écurie, donc c'est avant tout nos clients également. Ça ne va pas fonctionner par exemple comme en Formule 1 où il peut y avoir un pilote numéro 1 désigné et un pilote numéro 2. Là, les 3 pilotes, on les traite sur un pied d'égalité, on va dire. On peut penser qu'en Formule 3 ou en Formule 2, ils sont professionnels. Pas du tout, ils payent toujours avec l'espoir de devenir professionnels, que ce soit d'ailleurs en Formule 1, en endurance, aux 24 heures du Mans ou en IndyCar aux États-Unis. Il n'y a pas que la F1, même si c'est le Graal pour tout le monde. En Formule 3, une saison dans une bonne équipe, c'est aux alentours d'1 500 000 € la saison. En Formule 2, on est aux alentours entre 2 millions et 2 500 000. Une accession à la Formule 1 peut coûter potentiellement en effet 5-6 millions d'euros. On roule dans une équipe qui elle-même met à disposition une voiture, tout un aspect logistique évidemment, parce qu'il faut transporter la voiture de l'Australie à Monaco, à Imola, à Bahreïn. Sandro, c'est quelqu'un qui vient de la classe moyenne. La famille ne peut évidemment pas se permettre de payer tout ça. La première chose, c'est évidemment le sponsoring, trouver des gens qui croient en Alessandro. Et Alexandre Mullier a été très important pour nous en étant caution justement d'Alessandro et en nous aidant à chercher des sponsors. On a aussi évidemment la Fédération française de sport automobile, la FFSA. C'est d'ailleurs un peu une spécificité française d'être capable de faire monter des pilotes pour aller jusqu'en Formule 1. Et enfin, il y a aussi les aides des académies F1. Alessandro est chez Williams depuis 2 saisons maintenant.
plutôt que de s'exciter sur le volant et dans le cockpit à dire que ça tourne pas, on fait en sorte de... Je garde les freins à mort. Parce que derrière, frustration, erreur. So that's the target to follow, hein, to stay inside here and stay tight. The second is not possible. Bah si, just No, you have, then you have to just slow you down have to first. slow down a bit more. Yeah, we Là, c'est un logiciel qui nous permet du coup de regarder et d'analyser les datas du simulateur et d'aider les pilotes à s'améliorer au niveau de leur pilotage. Le rapport de boîte de vitesse dans chaque virage, le régime moteur, la vitesse de la voiture, l'angle qui est mis au niveau du volant par le pilote et la pression sur la pédale d'accélérateur, la pédale de frein. Du coup, ça nous permet de comparer les pilotes les uns avec les autres pour savoir qui est le plus vite dans quel virage et au contraire, pour chaque pilote, où est-ce qu'ils doivent travailler. Et ça nous permet aussi de comparer avec une data réelle pour voir si ce qu'on fait au simulateur, ça matche bien avec la réalité et qui va permettre après aux pilotes directement, quand on arrive à la piste, d'être opérationnel. Les week-ends de course, ça se passe, on arrive souvent le jeudi. Bon, exceptionnellement à Monaco, on arrive le mercredi parce qu'on fait les essais libres le jeudi, la qualif le vendredi et les deux courses samedi et dimanche. Ça va? À la cool? Tranquille? T'es prêt? Là, ils vont partir de là. Mais le circuit, il passe pas là. Non. Donc là, ils vont se balader avec leur F3 dans Monaco, tranquille. Il n'y a pas un endroit où je peux me foutre, moi, derrière? Si je me mets là, les jambes écartées comme les autotamponneuses avec Georgie. Ce que j'ai commencé par faire, c'était de prendre la décision d'accompagner un pilote. J'ai rencontré Sandro quand il sortait de F4. Il venait de gagner le championnat F4 et il y a eu un fit tout de suite. Valeur vraiment très très proche. Dans l'entretien, j'ai vu que c'était un mec qui avait une maturité dingue. Je m'étais renseigné avant sur la technicité. Est-ce que c'est un bon pilote? Tout était au vert. Les experts que j'ai rencontrés en amont pour bien piloter la sélection de ce pilote m'ont dit de regarder l'environnement. C'était quasi aussi important que le pilote. Et j'ai rencontré son père Fabrice, qui est un mec super, hyper sain, qui est devenu un bon ami d'ailleurs aujourd'hui. Et donc à un moment, je me suis dit, go, on y va. Je suis un passionné depuis tout petit de Formule 1. Il y a toujours une jalousie, une envie. Je devais être à leur place, quoi. Et mon père m'a dit quand j'étais petit que j'étais trop grand. Je pense qu'il avait juste pas le temps de m'emmener sur les courses. Et donc bon voilà, j'ai mené ma vie, ma carrière et je me suis dit bon, on va aider quelqu'un, on va aider un jeune et surtout moi je vais vivre la réalité, je vais vivre par procuration, comme si j'y étais alors que je suis pas dans la voiture. Mon accompagnement, il consiste à faire en sorte que l'écurie qui était intéressée par Sandro le prenne réellement comme pilote. Et ils veulent être sûrs et certains que les factures soient payées. Je suis le garant de sa saison. Moi, de toute façon, je ne peux pas financer en totalité, puis ce ne serait pas cohérent. J'ai mis un petit peu de ma poche et mon rôle après ça, qui a commencé il y a plusieurs mois, c'est de chercher des partenaires qui vont participer au financement de sa saison. C'est dur à trouver. Après, en F3, c'est beaucoup plus facile qu'en Formule Renault régionale parce que d'abord, c'est une bagnole qui ressemble vraiment à une Formule 1, qui fait plus de bruit qu'une F1, qui est diffusée sur Canal+, qui a lieu sur les mêmes circuits que la F1, le même week-end que la F1. Mais c'est pas facile parce qu'on est en 2025, les sports auto sont évidemment moins cotés que dans les années 90-2000 par rapport aux sponsors, ou aux petits sponsors en tout cas. Si on parvient à lever les mêmes sponsors que cette année, voire d'autres, moi je me projette à très long terme avec Sandro. Et l'objectif c'est d'ailleurs pour moi, je cherchais un pilote pour l'emmener en F1. C'est ma première fois à Monaco tout court, c'est incroyable en tout cas comme piste, j'ai adoré et même j'étais surpris de mon adaptation à la piste, c'était ma première fois, dès les premiers tours c'était déjà très bien, c'était du plaisir. Concernant l'avenir d'Alessandro, il nous reste une manche qui aura lieu à Monza en Italie. Forcément, pour l'instant, on est en train de faire un bilan global de ses performances, de sonder un petit peu le marché. L'idée avec Alessandro, ça va être de faire une deuxième année de Formule 3. On dit souvent dans ce milieu, au vu du peu d'entraînement qu'il y a, qu'on fait une année pour apprendre et une année pour gagner, qui serait 2026, ce qui est assez rare de faire en tant que rookie. On a des discussions avec les équipes qui sont nombreuses à vouloir travailler avec Alessandro. C'est un des top profils pour les équipes pour l'année prochaine. Le téléphone sonne beaucoup, donc c'est plutôt bon signe.